Quel avenir politique pour Sébastien Lecornu? C'est la question que j'ai posée à l'oracle des Cisains, fondé sur le corpus prophétique des Cisains transmis depuis 1605. 2 cartes composent la prophétie. La première se liera par le côté lumineux de la prophétie, ce qui peut favoriser sa trajectoire. La seconde par le côté sombre de la prophétie, ce qui peut la contrarier. Les 2 cartes sont là, face cachée devant moi. Avant d'en retourner une, posons le décor. Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre le 9 septembre 2025, après François Bayrou. Le 6 octobre, il remet la démission de son gouvernement. 4 jours plus tard, Emmanuel Macron le nomme de nouveau Premier ministre. Depuis, il a traversé la longue bataille du budget 2026, plusieurs mois de bras de fer parlementaires, 3 recours au 49.3 et des motions de censure jusqu'à l'adoption définitive du texte le 2 février. Et maintenant, un autre rendez-vous arrive, le budget 2027. Il doit être présenté le 30 septembre. Et à mesure que la présidentielle approche, une autre question commence à entourer Sébastien Lecornu. Quelle place peut-il prendre en 2027 ? Je retourne la première carte, côté lumineux de la prophétie, carte 58, l'issue lumineuse. À gauche, une sangsue gigantesque gît au sol, morte, criblée d'épées. Autour d'elle, la terre est sèche, presque stérile. À droite, le paysage change complètement. 2 hommes se serrent la main devant une figure royale. Derrière eux, la vallée devient verte. Un fleuve traverse le paysage et la lumière revient. Et tout au fond, le soleil est encore bas sur l'horizon. Le Cisain commence ainsi. Sangsue en peu de temps mourra. La sangsue ici, c'est ce qui draine, ce qui prend les ressources, l'énergie, le temps. Dans la situation de Sébastien Lecornu, la première correspondance est assez forte. Cette sangsue peut représenter la guerre d'usure budgétaire qu'il vient de traverser, des mois de négociations, des concessions, 349.3, des motions de censure. Et l'image insiste sur quelque chose. La créature n'a pas reçu un seul coup. Elle est criblée de lames. La séquence s'est épuisée par une succession d'affrontements avant de finir par tomber. Le budget 2026 est finalement adopté le 2 février. Mais la carte ne dit pas que tout est réglé. La sangsue est morte, mais elle est encore là. Elle occupe toujours une partie immense du paysage. Une bataille est terminée. La structure qui l'a rendue possible, elle, n'a pas disparu. Et c'est là que le terrain aride peut représenter quelque chose de plus profond. Le terrain politique sur lequel Lecornu gouverne. Pas de majorité absolue, une assemblée fragmentée. Un gouvernement qui ne peut pas faire passer seul ses grands textes. La sangsue serait alors l'usure. Le désert, le terrain laissé par cette usure. Et l'absence de majorité, ce qui rend la poignée de main nécessaire. Parce qu'à droite de la carte, tout recommence à circuler. La terre redevient verte. Le fleuve reprend son cours. Et 2 hommes se serrent la main. Le Cisain poursuit. Alliances se trouveront. 2 grands royaumes se joindront. Le budget 2026 nous a peut-être déjà montré une première manifestation de ce mouvement. Lecornu n'avait pas de majorité. Après plusieurs concessions, il a pourtant obtenu la non-censure des socialistes et a pu faire adopter le budget. Je ne dirais pas que 2 grands blocs se sont unis, ce serait aller trop loin, mais on a peut-être là une première traduction politique de la carte. Ce qui ne pouvait pas passer par la force seule a fini par passer parce qu'un accord est devenu possible. Maintenant, regardons la construction de l'image. Il n'y a pas seulement 2 mains, il y a 3 personnages.
Les deux hommes concluent l'accord, mais une figure royale se tient derrière eux. La poignée de main se fait donc devant une autorité. Une première lecture serait simplement celle-ci. L'accord politique tient parce qu'il est validé, couvert ou rendu possible dans un cadre institutionnel qui dépasse les deux parties, mais une autre lecture mérite d'être posée. Et si Sébastien Lecornu n'était pas simplement l'une des deux mains, et si sa place dans cette prophétie était celle de celui qui devient indispensable parce qu'il réussit à faire se rejoindre les mains. Pas nécessairement celui qui possède le plus grand bloc, celui sans lequel les autres ne parviennent plus à conclure. Dans ce cas, son avenir change de nature. Il n'est plus seulement le Premier ministre qui survit faute de majorité, il devient un point de convergence. Et le dernier vers pousse la lecture plus loin. François aura sur eux puissance. Je ne vais pas accrocher ce vers à un François précis de la vie politique actuelle. Ce qui m'intéresse ici, c'est sa place dans le Cisin. D'abord, les alliances se trouvent, puis deux grands royaumes se joignent, et seulement après vient la puissance sur eux. Je retiens cette progression. Politiquement, elle ouvre une hypothèse très précise. Celui qui réussit à rendre l'accord possible peut finir par acquérir plus de pouvoir que ne lui donnait son poids de départ, et c'est ici que 2027 apparaît. Pas parce que la carte dirait « Sébastien Lecornu sera candidat », elle ne le dit pas, mais elle peut raconter la fabrication progressive d'un recours, un homme dont le poids augmente parce qu'il arrive à faire fonctionner un système que personne ne contrôle seul. Ce scénario n'est d'ailleurs plus totalement extérieur au débat politique. Certains dans son propre camp commencent désormais à évoquer publiquement son nom pour 2027, alors qu'il continue lui-même à nier toute ambition présidentielle. Et le soleil de la carte apporte une dernière précision. Il est là, mais il vient seulement de se lever. Donc si cette lecture est juste, nous ne sommes pas devant un accomplissement, nous sommes devant le commencement d'une possibilité. Le Cisin ajoute d'ailleurs, pour l'accroissement de la France, la montée en puissance décrite ici ne serait donc pas seulement personnelle. Dans cette lecture, Lecornu gagnerait du poids parce qu'il réussirait à remettre du mouvement dans un système devenu stérile. La sangsue meurt, le terrain recommence à produire, les mains se rejoignent, le fleuve reprend son cours. Voilà ce qui joue pour lui. Je retourne maintenant à la seconde carte, le côté sombre de la prophétie, carte 9, la captivité. Une immense tour de pierre, des drapeaux royaux, tout en haut deux jeunes prisonniers derrière les barreaux. Une chaîne traverse leurs fenêtres. En bas, une femme reste debout avec deux enfants serrés contre elle, et tout autour des hommes armés de hallebardes. La première chose importante, c'est que tout le monde n'est pas derrière des barreaux. Je ne vais donc pas enfermer automatiquement Sébastien Lecornu dans la cellule. La carte peut représenter quelque chose de plus large, sa marge de manœuvre. Une partie de son pouvoir est réelle, une autre est retenue. Le Cisin dit « Pour un temps, prison règne ». La prison règne, mais pour un temps. Dans cette question politique, je lis cette prison comme un pouvoir sous contrainte, et l'image précise d'où vient cette contrainte. Les drapeaux sont royaux, la tour appartient à une autorité, les hallebardes entourent la scène. L'issue ne dépend donc pas seulement de celui qui voudrait sortir, et l'histoire de Lecornu à Matignon résonne forcément ici. Il est nommé Premier ministre, son premier gouvernement dure à peine, il démissionne, puis 4 jours plus tard, le président de la République le nomme de nouveau. Je ne dis pas que le roi de la carte représente littéralement Emmanuel Macron, ce serait trop simple, mais la dynamique est claire.
Une autorité supérieure peut ouvrir comme refermer l'espace dans lequel Lecornu agit. Et l'Assemblée ajoute sa propre contrainte. Il gouverne sans majorité absolue. La censure reste possible. Son budget 2027 devra encore traverser ce rapport de force. Voilà pourquoi cette tour me parle moins d'une absence de pouvoir que d'un pouvoir sous condition. Il peut agir, mais il ne décide pas seul de l'espace dans lequel il agit. Puis vient le deuxième fragment, mais découvert l'affaire. L'affaire découverte, un projet mis au jour trop tôt, un plan exposé avant d'avoir été suffisamment protégé. Et là, le côté sombre devient beaucoup plus précis. Première application, le budget 2027. Plusieurs pistes de travail ont déjà filtré dans la presse pendant l'été, notamment autour des économies envisagées, alors que la présentation officielle n'est prévue que pour le 30 septembre. Voilà une première forme possible de, entre guillemets, l'affaire découverte. La négociation produit déjà des réactions avant même que son résultat définitif existe. Mais il y en a une seconde. 2027. Sébastien Lecornu a déclaré « Je ne suis pas candidat, je n'ai pas d'ambition présidentielle ». Prenons-le au mot, parce que le danger de cette carte n'est justement pas forcément ce qu'il annonce lui-même. Le danger, c'est ce que les autres commencent à raconter avant lui. Aujourd'hui, son nom est ouvertement discuté dans le camp présidentiel comme une hypothèse pour 2027. Et à partir de là, chaque geste peut changer de sens. Une concession peut être lue comme une stratégie, un rapprochement comme une préparation, un accord comme une étape. Même le silence peut devenir un récit écrit par les autres. Et le risque est là. Son avenir supposé peut commencer à réduire son présent. Plus son nom monte, plus il est observé. Plus il est observé, plus ses accords peuvent susciter de la méfiance. Et plus cette méfiance grandit, plus il devient difficile pour lui de faire précisément ce qui lui donne du pouvoir dans la première carte, faire se rejoindre des forces différentes. Je pose maintenant les deux cartes côte à côte. Sur la première, l'espace est ouvert, un horizon, un fleuve, une terre qui redevient fertile, au centre un accord. Sur la seconde, tout se resserre, la pierre, les barreaux, la chaîne, les armes. D'un côté, quelque chose recommence à circuler, de l'autre, quelque chose est retenu. Mais les deux cartes ont surtout un point commun, l'autorité. Sur la première, une autorité se tient derrière la poignée de main. Sur la seconde, les drapeaux royaux dominent la tour. Et pour moi, c'est le cœur du tirage. Ce qui vient d'au-dessus de Sébastien Lecornu peut l'élever, mais ce qui vient d'au-dessus de lui peut aussi le retenir. Les deux cartes peuvent alors raconter une chronologie. Une première bataille se termine avec le budget de 2026. Lecornu en sort avec une méthode. Négocier, concéder, obtenir suffisamment de non-censure pour continuer. Si cette méthode fonctionne de nouveau, son poids augmente. Et plus son poids augmente, plus son nom peut apparaître comme une solution possible pour l'après-Macron. C'est précisément là que la captivité peut commencer à agir. Parce que si cette possibilité devient visible trop tôt, ses interlocuteurs ne négocient plus seulement avec le Premier ministre, ils commencent à négocier avec un éventuel candidat. Et ce n'est plus la même chose. L'accord peut donc fabriquer son ascension, et la révélation trop précoce de ce que cette ascension pourrait devenir peut fabriquer sa captivité. Une objection se pose. Pourquoi parler autant de 2027 puisqu'il dit lui-même ne pas vouloir être candidat ? Justement, je le prends au mot, la première carte ne montre personne en train de se déclarer, elle montre un accord. La seconde ne montre personne en train de conquérir le pouvoir, elle montre une liberté qui dépend de forces extérieures. Donc la question que posent ces cartes n'est peut-être pas « Sébastien Lecornu veut-il devenir président ?»
Elle est plutôt les circonstances peuvent-elles finir par le placer dans une position où cette possibilité se présentera à lui? Et nous avons un point de vérification très concret, le budget 2027. Sa présentation est prévue le 30 septembre. Regardons ce qui se passera ensuite. Sébastien Lecornu réussira-t-il à construire un compromis suffisamment solide pour empêcher la censure? Verrons-nous de nouveau des forces qui ne gouvernent pas ensemble accepter malgré tout un accord ou une non-censure? Si oui, l'issue lumineuse prendra une dimension beaucoup plus forte. Nous retrouverons le même mouvement, le terrain stérile, puis l'accord, puis l'augmentation de son poids, ou bien les fuites, les calculs présidentiels et la proximité de 2027 rendront-ils le compromis beaucoup plus difficile? Alors la captivité prendra le dessus. Et maintenant, je peux répondre à la question: quel avenir politique pour Sébastien Lecornu? Je ne vois pas dans ces deux cartes une disparition politique après Matignon. Je vois plutôt une augmentation possible de son poids, un homme qui peut devenir utile entre plusieurs forces politiques, et si aucune candidature ne s'impose clairement dans son espace, voir son nom gagner encore du terrain comme solution de recours. Mais je ne vois pas une ascension libre. La seconde carte est trop forte pour cela. Son pouvoir reste conditionné par les alliances, par l'Assemblée, par l'autorité présidentielle, par le calendrier, et par ce que les autres commencent à imaginer de lui. Sa force est donc paradoxale. Plus il devient indispensable, plus il doit éviter d'apparaître trop tôt comme celui qui veut profiter de cette position. La première carte montre comment il peut monter, par l'accord. La seconde montre ce qui peut l'arrêter, la contrainte et une ambition qu'on lui attribuerait avant même qu'il ne la revendique. Sa force, c'est l'accord. Son danger, c'est que l'on découvre trop vite ce que cet accord pourrait faire de lui. Et les deux images résument finalement toute la prophétie. D'un côté, un fleuve qui recommence à circuler, de l'autre, une chaîne. Son avenir politique pourrait se jouer exactement entre les deux. Je vous pose donc la question, dans la captivité, cette tour retient-elle Sébastien Lecornu? Ou est-ce qu'elle protège encore quelque chose jusqu'au moment où la porte pourra enfin s'ouvrir? Dites-moi comment vous lisez ces deux cartes en commentaire. Et si vous souhaitez une lecture pour votre propre chemin, les consultations sont ouvertes, le lien est en description. Je referme le jeu. La tour, elle, ne règne que pour un temps. À très bientôt.